Nous allons nous intéresser dans ce chapitre 8 de physique aux oscillateurs et aux applications que l'on peut en faire pour mesurer des durées, donc pour mesurer le temps, notamment le temps qui passe. Dans une première partie, nous sommes intéressés donc de manière très théorique et à la notion de travail d'une force constante. Nous avons défini ce qu'était le travail d'une force constante et on s'est intéressé à trois forces particulières, le poids, la force électrique et la force de frottement. Vous devez être capable de retrouver l'expression du travail du poids, du travail d'une force électrique et du travail d'une force de frottement. Nous sommes ensuite intéressés en activité expérimentale à un phénomène périodique particulier et au transfert d'énergie qui avait lieu. Donc au cours de cette activité, nous avons tout d'abord repris d'un point de vue historique les différents paramètres qui influaient le mouvement d'un pendule simple. Et vous avez essayé donc de réaliser l'enregistrement avec la TIS Pro du mouvement d'un pendule simple pour retrouver les énergies cinétiques potentielles et donc la somme des deux, l'énergie mécanique. Donc sur la TIS Pro, après le pointage, on obtient ce type de courbe, donc le mouvement en bleu suivant X et en rouge le mouvement suivant Y. Donc on observe un mouvement, on observe des fonctions périodiques caractéristiques du mouvement suivant X et Y du pendule. Ensuite, si l'on calcule et si l'on trace les différentes énergies, donc l'énergie potentielle de pesanteur en rouge, l'énergie cinétique en bleu et la somme des deux, l'énergie mécanique, on se rend tout d'abord compte que l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique sont en opposition de phase. Lorsque l'énergie potentielle de pesanteur est maximale, l'énergie cinétique est minimale, et inversement, lorsque l'énergie potentielle de pesanteur est minimale, l'énergie cinétique est maximale. Donc une énergie potentielle de pesanteur maximale, ça correspond au point le plus haut pour le pendule. À ce moment-là, on a un changement de direction dans le mouvement. La vitesse s'annule, l'énergie cinétique est nulle. Et lorsque l'énergie potentielle de pesanteur diminue jusqu'à son minimum, le pendule est à son point le plus bas. L'énergie potentielle de pesanteur est à son minimum. La vitesse est alors maximale, l'énergie cinétique est à son maximum. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a échange d'énergie entre l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique. Et si l'on regarde la somme de ces deux énergies, on voit que globalement, donc l'énergie mécanique, somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique, on voit que cette énergie mécanique reste constante au cours du mouvement. Donc si on essaie de synthétiser un petit peu tout ça donc, dans votre cours, donc, après le petit 1 activité, vous pouvez noter le petit 2 synthèse, on va s'intéresser au transfert d'énergie. Donc l'énergie mécanique d'un système est la somme de ses énergies potentielles de pesanteur, potentiel élastique, et de son énergie cinétique. Donc on note EM, énergie mécanique, est égale à EC plus EP. EP étant l'énergie potentielle. Après, en fonction des cas utilisés, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, ou l'énergie potentielle élastique, ou les deux, ou l'énergie potentielle électrique, etc. Donc avec l'énergie cinétique qui est égale à 1,5 de la masse du système fois sa vitesse au carré, et l'énergie potentielle qui est égale à la somme de ces énergies potentielles de pesanteur, potentiel élastique, potentiel électrique, etc. Et l'énergie potentielle de pesanteur est égale à la masse fois G fois l'altitude du système. Donc on va considérer deux cas. Le cas où il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc si un système est soumis à des forces dites conservatives, on évoquait ça dans la première partie, généralement si les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique du système se conserve. Se conserve, ça veut dire qu'elle est constante. Ça veut aussi dire que la variation d'énergie mécanique entre deux instants est égale à 0. Donc la variation d'énergie mécanique est égale à la variation d'énergie potentielle plus la variation d'énergie cinétique. Et comme l'énergie mécanique est constante, la variation est égale à 0. Il y a alors transfert de l'énergie potentielle en énergie cinétique et ou inversement sans perte d'énergie mécanique. Donc ça, c'est dans le cas où un système n'est soumis qu'à des forces conservatives. Donc on obtient de manière un petit peu plus théorique ce type de courbe. Donc en vert l'énergie potentielle de pesanteur, en rouge l'énergie cinétique et la somme des deux est constante. Donc là c'est quelque chose de très, très théorique. Et donc deuxième cas, c'est le cas de non-conservation de l'énergie mécanique. Donc là, si un système est soumis à des forces dites non conservatives, généralement il s'agit ici des frottements, alors l'énergie mécanique du système diminue au cours du temps. On a donc une variation d'énergie mécanique qui est égale à la somme des variations des énergies potentielles et cinétiques, qui est inférieure à 0. L'énergie mécanique du système diminue au cours du temps. Et donc cette variation d'énergie mécanique est alors liée à une dissipation d'énergie par les forces non conservatives. Donc si on regarde ce que ça donnerait sur un graphique, donc on a ici le premier graphique dans le cas de conservation de l'énergie,
Si le système est soumis à des forces dites non conservatives, alors l'énergie mécanique diminue au cours du temps. L'énergie est dissipée par le travail des forces de frottement, il tend vers zéro. Dans le cas d'un pendule qui serait soumis aux forces de frottement, on verrait que le mouvement est amorti, que en fait, les oscillations du pendule s'arrêtent. Pour répondre donc après avoir noté ce cours, à un cours quiz donc sur Edmodo.